Bien, chers amis, bonjour, bienvenue pour ce nouveau mercredi de Force républicaine. Aujourd'hui, un sujet qui est malheureusement d'actualité permanente, c'est la question de la dette de la France. Vous savez, ça fait partie de ces sujets dont tout le monde parle à un moment donné, tout le monde s'en empare, et puis après, je ne sais pas exactement pourquoi, on l'oublie, il n'en est plus question. Et puis il revient très vite, il revient à la charge, il revient à galop, on en reparle, et puis la rumeur se dissipe et on l'oublie. Et depuis plusieurs années, on est dans cette sorte de yo-yo permanent, alors que la réalité est bien là. Force républicaine, avec son président Bruno Retailleau, qui conclura tout à l'heure cette heure de débat, on fait du travail sérieux, on prend les sujets qui intéressent nos concitoyens et on essaye d'y apporter des propositions, des réflexions, des solutions. C'est ce que l'on va tenter de faire cette fois-ci encore pour ce mercredi de Force républicaine. Et pour cela, on a deux invités de marque que je remercie vraiment d'avoir accepté de participer à ce débat. Gilles Carrez, député, ancien président de la Commission des finances et qui est certainement au Parlement et largement au-delà, l'un des grands spécialistes de cette question de la dette qui est écouté et qui est entendu sur ce sujet. Christian Saint-Étienne, qui est professeur des universités, professeur d'économie au Conservatoire des Arts et Métiers, qui a été conseiller au Fonds monétaire international, qui est également conseiller de Paris, et qui a publié de nombreux ouvrages, plus d'une vingtaine, et dont notamment, je cite, « Relever la France » en 2016, et puis il y a quelques semaines, son dernier ouvrage qui est « Osons l'Europe des nations » qui vient de publier et que je me permets de vous recommander. Vous connaissez notre méthode, notre organisation. Je vais proposer à chacun de nos deux intervenants de prendre 10-15 minutes à leur convenance pour amener le sujet. Je vais me tourner d'abord vers Christian Saint-Étienne avec une question terriblement simple et dramatiquement compliquée. La dette, c'est quoi aujourd'hui? Pour un pays comme la France, on en est où? Au plan mondial également, cette dette dont tout le monde parle, c'est quoi? Elle évolue comment dans ces dernières années, dernières décennies? Donc le point sur la dette. Et puis après, je demanderai à Gilles Carrez de répondre à une question également très simple. Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi cette accumulation de dettes? Puisqu'aujourd'hui, on a une situation française, vous le savez, où l'on approche les 100% du PIB. La dette française, c'est pratiquement 100% du PIB à plus de 2000 milliards d'euros. Quand je donne ce chiffre, on a déjà un peu le vertige. Et puis j'en donne un deuxième qui, là, va vous donner totalement le vertige. C'est la dette mondiale cumulée. Je prends des chiffres du Fonds monétaire international qui nous dit que la dette mondiale cumulée est aujourd'hui au-delà des 115 000 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 200% du PIB mondial, à peu près 235% du PIB mondial, et certains chiffres vont même au-delà parce qu'il y a des instituts financiers qui, par d'autres méthodes de calcul, considèrent que la dette est encore plus élevée que celle-là. Alors on a besoin de s'y retrouver là-dedans. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer sur ce sujet dont tout le monde parle mais qu'on a du mal à appréhender? Très bien, je suis très heureux d'abord d'intervenir devant Force républicaine et devant son président et devant toutes les personnalités qui sont réunies ce soir. Donc la dette publique, c'est un cauchemar parce que, surtout pour ceux qui ont des filiations baristes, si on se souvient, en 1980, la France était le seul pays développé qui avait une dette nette nulle. Aujourd'hui, la dette nette de la France est de 87,7 points de PIB et la dette brute est de 97%. Mais je pense que c'est donc très important de dire autour de vous qu'on est passé de 0 à 88% de dette nette entre fin 1980 et fin 2017 en 37 ans.
Alors, cette dette donc, a explosé sous la Ve République mitterrandienne et chiracienne et a continué évidemment de monter rapidement sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande. Donc cette dette est aujourd'hui beaucoup plus élevée que celle de l'Allemagne. Au sortir de la crise, les Allemands aussi avaient accumulé une dette importante. Mais très rapidement, ils ramènent leur déficit autour de zéro. Et il y a un mécanisme extrêmement rapide qui fait que le ratio de dette au PIB baisse extrêmement rapidement, surtout quand le numérateur est très élevé. Si donc vous avez un dénominateur qui est la croissance nominale, puisque la dette brute, quand on dit que la dette est de 97% du PIB, c'est donc la dette brute, c'est donc la dette nominale qui fait 2200 milliards d'euros. Et cette dette de 2200 milliards d'euros, si on la rapporte au PIB, donc elle nous donne 97% parce que le PIB de 2017 est un peu plus élevé que le niveau de la dette. Mais si on arrivait à réduire significativement le déficit, aujourd'hui nous rajoutons un peu plus de 60 milliards d'euros par an à la dette. Si nous divisions par 2 ce niveau d'augmentation de la dette et que la croissance continue, nous aurions une décrue relativement rapide du ratio de dette. Donc, nous avons un déficit qui s'est situé autour de 3% en réel depuis plusieurs années. L'année dernière, il s'affiche à 2,6%, mais c'est lié à une très forte augmentation des recettes. Si on regarde en corrigeant de l'augmentation conjoncturelle des recettes, on est toujours à 3% de déficit. C'est au fond le déficit réel du pays. C'est celui avec lequel on se retrouverait s'il y avait un ralentissement très fort de la croissance. Et on peut considérer qu'il est absolument urgent, pour des raisons stratégiques d'indépendance nationale, de diviser par 2 ce déficit. Pourquoi ? Parce que si on ramène le déficit en dessous de 1,5%, disons un déficit de 1,5% dans un contexte où la croissance reviendrait à sa croissance potentielle, puisque comme nous avons peu investi dans l'industrie productive, dans le système productif depuis 20 ans, la croissance potentielle de la France est malheureusement tombée autour d'un 25 à 1,3. C'est à peu près le niveau de croissance potentiel de la zone euro. Et d'ailleurs, les instituts de conjoncture, après 2019, s'attendent à ce qu'en 2020-2021, on revienne à ce taux de croissance pour la zone euro de 1,2, 1,3. Et la France sous-performe malheureusement la zone euro depuis plus de 4 ans. Nous sous-performons de façon assez forte, de l'ordre d'un demi-point. Quand un pays est inclus dans une zone commerciale aussi homogène et aussi intense en termes de flux que la zone euro, ce que peut jouer un pays, c'est juste un delta par rapport à la croissance de la zone. Si on reconstitue la zone euro à 1945, de 1945 à 1990, pour faire simple, la France a cru, alors de 1945 à 1975, on a cru 1 point de plus que la zone euro par an. Nous étions à un demi-point jusqu'il y a 7-8 ans, en plus, en positif. Et là, nous sommes un demi-point en moins. Donc nous perdons 1 point de croissance. Or, ce point-là, il coûte extrêmement cher, puisque vous savez qu'avec un ratio de prélèvement obligatoire autour de 45%, chaque fois que vous avez 1 point de croissance, c'est 0,45 de recettes en prélèvement obligatoire qui arrivent dans les poches de l'État. Et donc, si vous avez une inversion d'1 point sur plusieurs années, eh bien, admettons que vous ayez une inversion d'1 point sur 5 ans, eh bien, vous avez perdu presque 2,5 points de recettes, c'est le niveau du déficit. Donc le problème central du pays, c'est l'affaiblissement de son secteur productif, la faiblesse de la croissance et le fait que pour répondre au déséquilibre du pays, on n'a toujours qu'une seule réponse en France depuis une quarantaine d'années, c'est de la dépense publique supplémentaire.
Alors, ce qui est extrêmement décevant dans les résultats de 2017, c'est bien sûr que la dépense publique n'est quasiment pas baissée. Elle est pratiquement au niveau de 2016, alors que nous sommes en pleine reprise. L'année dernière, la croissance a été de 1%. L'année dernière, en 2016, la croissance a été de l'ordre de 1% et nous étions à 56,6 en 2016 de dépenses publiques. On passe à 2% en 2017 et néanmoins, le ratio de dépenses publiques au PIB ne baisse que de 0,1. Alors c'est catastrophique parce que dans ce contexte, on aurait dû, si on avait eu une gestion saine du pays, baisser d'au moins un demi-point. Donc ça va nous coûter extrêmement cher si la croissance ralentit comme c'est annoncé. Donc la seule solution, c'est de traiter la question de la dépense. Gilles Carrez y viendra, mais en fait, on ne peut pas traiter la question de la dette et du déficit sans traiter la question de la dépense, puisque nous sommes déjà un record du monde de recettes. Alors, pour ce qui est de la dépense à 56,5 points de PIB, nous sommes aussi à un record de l'OCDE et à un record de l'Union européenne. Nous étions confortablement derrière les pays scandinaves pendant de très longues années, ce qui nous permettait toujours de dire que les choses allaient bien. Mais maintenant, les Finlandais, les Suédois ont des dépenses publiques plus faibles que nous. Ils ont un taux de chômage 2 fois plus faible. Ils ont eu, sur les dernières années, une croissance plus rapide. De fait, si sur la question de la dépense publique, c'est un vieux problème français depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire depuis que les analyses keynésiennes ont occupé et dominé l'esprit des élites françaises de gauche et de droite. Donc, on ne se préoccupe jamais dans notre pays que de la demande et que occasionnellement, très épisodiquement, de l'offre. Ce qui fait qu'on a laissé dériver et la dépense et les niveaux de prélèvements obligatoires. Donc si on regarde plus précisément la dépense, donc on est à 56,5 de dépenses publiques, nous sommes dans la zone euro, qui elle-même plongeait dans l'Union européenne. Donc avec les pays de la zone euro, nous partageons les mêmes taux de change et les mêmes taux d'intérêt. Et avec les pays de l'Union européenne, comme les autres pays de la zone euro, nous avons le même marché unique avec les mêmes règles. Ce que l'on observe, c'est que... Alors très souvent, on compare le niveau de dépenses publiques de la France avec les autres pays de la zone euro en prenant la moyenne de la zone euro. C'est stupide, il faut comparer la France, qui en plus est en tête, à le niveau de dépenses publiques le plus élevé de la zone euro, avec la moyenne des autres pays de la zone euro. Nous sommes 19, donc il faut comparer le niveau de dépenses publiques de la France avec la moyenne des 18 autres. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous retenez ces deux chiffres, le niveau de dépenses publiques de la France est 10 points de PIB de plus que la moyenne des 18 autres et 12 points de PIB de plus que l'Allemagne. Donc si la dépense publique était un moteur de croissance, nous devrions avoir un niveau de vie supérieur au Luxembourg ou au Qatar. Nous avons malheureusement, c'est très peu su et très peu expliqué, perdu de l'ordre de 10 points de niveau de vie relatif en 10 ans par rapport à l'Allemagne. Donc nos performances en croissance sont catastrophiques et la réponse que nous avons à tous les problèmes, c'est toujours dépenses et déficit. Donc je pense que Gilles va embrayer là-dessus. Si on veut traiter la question de la dépense publique, il faut contrôler cette dépense, mais il faut travailler massivement pour relancer l'offre. Ça passe par une réforme fiscale, bien sûr, mais ça passe par une réforme du système éducatif de formation professionnelle et d'apprentissage pour augmenter le niveau de compétence de la population active, qui là aussi a fortement chuté dans les classements internationaux. Et nous avons aujourd'hui une population active dont le niveau de formation ne correspond pas aux besoins de la réindustrialisation qui est nécessaire et aux besoins de la transformation liée à la troisième révolution industrielle. Donc, pour conclure, vous voyez, on part de la dette et du déficit, mais in fine, si je puis me permettre d'évoquer ça en une seconde, je suis extrêmement surpris qu'à ce stade de sa présidence, Macron choisisse de s'attaquer à la SNCF
alors qu'il aurait dû s'attaquer aux retraites. Parce que le dernier point que vous devez avoir à l'esprit, sur 56 points de dépenses publiques, il y a 14 points de retraite. Donc la dépense publique, les retraites, c'est un quart de la dépense publique. Et il faut savoir que la durée de vie à la retraite en France est 5 ans de plus que la moyenne de la durée de vie de tous les autres pays développés. Donc on ne pourra pas s'en sortir pour réduire le déficit, à terme réduire les prélèvements obligatoires, relancer le développement de notre base productive, sans passer par une réforme des retraites, sans reprendre le sujet de la réforme territoriale et sans se poser des questions sur le reste de la protection sociale. Merci. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne. Je crois que c'est très limpide à ce stade. Donc, on a une dette qui est très élevée puisqu'on approche les 100% de la richesse nationale créée chaque année. On a une dette qui continue d'augmenter actuellement. Elle continue, Gilles en dira peut-être un mot. On a une dépense publique, alors que la croissance chutait sensiblement à partir de la fin des années 70, déjà dans les années 70, et puis ensuite, et qui alimentait cette croissance, la possibilité d'augmenter la dépense publique. Cette croissance, elle chute. Et on a une dépense publique qui, au lieu de s'accorder à cette baisse de croissance, elle, au contraire, elle augmente. Alors, on a une économie, professeur, ce qu'on appelle l'ouverture des ciseaux. Et donc, on génère tous les ans un déficit public qui a sensiblement augmenté et qui lui-même alimente évidemment la dette, parce que comme il n'y a pas d'argent pour payer tout cela, il faut bien emprunter, comme un particulier, comme n'importe lequel d'entre nous, il faut bien aller voir son banquier pour pouvoir payer les fins de mois. Et c'est ce qui se passe maintenant structurellement depuis les années 70 en France. Alors, Gilles Carrez, on voit là, l'explication est limpide. Donc maintenant, est-ce qu'on peut reprendre un petit peu ces éléments sur le pourquoi cette accumulation de dettes ? Et puis, on va venir, mais on a déjà amorcé les éléments de réponse, et je pense que c'est intéressant, sur les solutions qui sont possibles de mettre en œuvre. Mais si l'on peut poursuivre dans cette première partie sur le pourquoi ces facteurs, ce cumul des facteurs sur la dette. Bien, merci tout d'abord, Serge, de m'avoir invité. Je suis très heureux de parler devant les amis de Force républicaine et de son président, cher Bruno. Bon, je commencerai par vous donner un chiffre. Chaque année, notre pays emprunte près de 200 milliards d'euros. C'est le premier emprunteur aujourd'hui en Europe et ça ne pose aucun problème. Alors pourquoi emprunte-t-il 200 milliards et pourquoi les trouve-t-il sans difficulté ? D'une part parce qu'il doit financer l'écart chaque année entre les dépenses publiques et les recettes publiques, les dépenses de l'État, des collectivités territoriales, surtout de la sécurité sociale, c'est plus de 50%, ça fait un peu plus de 1200 milliards. Et puis, les recettes qui sont inférieures. Et le déficit, même réduit à 3%, parce que tout le monde pense qu'à 3%, on est sauvé des eaux, 3% du PIB, c'est un déficit de 65 milliards. Donc, il faut emprunter 65 milliards, même avec un déficit qui se réduit en dessous de 3%. Mais il faut aussi emprunter le capital qui vient à échéance. Parce que pour rembourser la dette, évidemment, on emprunte, on la remplace par de la nouvelle dette. Et là, avec une dette de plus de 2200 milliards, le capital qui vient chaque année à échéance, c'est de l'ordre de 130 milliards. Donc ça, plus le déficit, 200 milliards. Et ça ne pose aucun problème. Donc personne n'en parle. C'est même pire que ça. Parce que le refinancement ces dernières années des 120 milliards de capital qui vient à échéance se fait à des taux d'intérêt beaucoup plus faibles. On remplace de l'emprunt qui coûtait 5-6% par de l'emprunt à 10%, à 2%, et cette économie est supérieure au coût d'intérêt supplémentaire qui résulte de l'augmentation mécanique de la dette. Donc on a un système en apparence très vertueux, plus j'emprunte, moins ça me coûte. Et donc,
la dette n'est pas un problème. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la dette a été un gros problème pour notre pays dans des périodes pas si anciennes. La 4e République, elle est morte au début de 1958 à cause de l'Algérie, mais aussi à cause de la dette publique, de l'impossibilité pour notre pays de se financer. Dans les derniers mois, Félix Gaillard avait dû obtenir, président du Conseil de l'époque, un prêt de l'Allemagne pour payer les fonctionnaires. On était sous tutelle du FMI. Et je vous invite à relire le fameux discours du général de Gaulle de fin décembre 1958, où il dit « on ne peut plus continuer comme ça ». Et avec un principe clair que tous les Français ont compris, il faut faire des économies. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Et alors, notre pays, nos finances publiques ont été tellement bien remises à flot, comme quoi, et ça s'est passé juste en quelques années, comme quoi il faut garder espoir avec une politique courageuse, que comme l'a dit Christian, jusqu'à la fin des années 70, la France est le pays développé le moins endetté au monde. Le moins endetté au monde. En dette brute, à la fin des années 70, on est à peine 20% du PIB. Et malgré tout, malgré ce faible endettement, souvenez-vous, quand Mitterrand ouvre toutes les vannes de la dépense publique, dès 1982, il y a la corde de rappel. Il y a ce qu'on appelait la contrainte extérieure. Immédiatement, les taux d'intérêt s'envolent et puis les prêteurs disparaissent. Et il a même été question en 1982 d'aller mobiliser des financements auprès de l'Arabie saoudite, là aussi, pour faire face à l'urgence. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Or, depuis, que s'est-il passé ? D'abord, nous avons chaque année fait du déficit. Quand il y avait de la croissance, le déficit était un peu moins important. Et puis quand il n'y avait pas de croissance, il était plus important. Mais on partait de très bas. Et donc tout ça a fait que notre dette publique, elle a augmenté gentiment. Quand je suis devenu rapporteur du budget en 2002, on était encore à 60% du PIB, il n'y a pas si longtemps. Et puis surtout, il y a eu un élément très important. C'est que nous avons intégré la zone euro. Et grâce à l'euro, la contrainte extérieure, ce qu'on appelait la contrainte extérieure, la corde de rappel qui nous ramenait vraiment à des plans de rigueur, en fait, elle n'a plus besoin de fonctionner, puisqu'on peut emprunter sans difficulté. Mais d'année en année, les choses ont monté. Notre pays n'a pas connu de crise paroxysmique de la dette. Au début des années 90, beaucoup de pays, qui étaient pourtant des pays réputés très sérieux, je pense aux pays scandinaves, je pense au Canada, ont été au bord de la faillite. Avec des dettes, le problème, c'est quand plus personne ne veut vous prêter. Mais nous n'avons jamais vraiment connu ça. Par ailleurs, on a un historique, alors là, je vais remonter à une période très ancienne, qui est très favorable. Est-ce que vous savez quand, pour la dernière fois, la France a fait défaut, c'est-à-dire n'a pas remboursé une partie de sa dette? C'était sous le Directoire en 1798, la banqueroute dite des deux tiers. L'Allemagne, elle a fait défaut plusieurs fois. Nous n'avons en réalité jamais fait défaut. On a parfois remboursé en monnaie de singe, il y avait de l'inflation, il y a des étalements de dette, mais on a toujours remboursé. Mais aujourd'hui, à force de considérer que ce n'est pas un problème, nous tangentons les 100% du PIB, même avec la protection de l'euro, même avec l'anesthésiant que constitue l'euro, nous risquons d'aller au-devant de graves difficultés. Première difficulté, c'est en cas d'augmentation des taux d'intérêt. Si nos taux d'intérêt augmentent de 100 points de base, 1%, ce n'est pas grand-chose. Mettons qu'on passe à 2%, alors qu'aujourd'hui on est à 1% et même à moins de 1% sur les emprunts à 10 ans. Tout de suite, ça nous coûte 3 milliards d'euros de plus dès la première année. 3 milliards d'euros de plus, c'est pratiquement la moitié du budget de la culture qui disparaît. Et donc, c'est une contrainte énorme. Et la montée des taux d'intérêt peut aller beaucoup plus vite. Alors, c'est vrai que nous sommes servis par la conjoncture mondiale, puisque tout le monde est endetté, il y a eu la crise financière, et les pays ont mené, la Banque
la réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre, toutes les banques centrales ont mené ce qu'on appelle des politiques accommodantes. La Banque européenne mène une politique aussi très accommodante, puisque pour détendre le marché, elle rachète, elle n'a pas le droit de faire marcher la planche à billets, c'est-à-dire de financer elle-même l'endettement des États, mais elle peut racheter des dettes déjà émises par les États sur les marchés secondaires. Donc on a ces politiques accommodantes. Mais malgré tout, nous sommes aujourd'hui en zone de risque. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites par des économistes, qui ont été contestées d'ailleurs à un moment. Je pense à les travaux de Rogolf et Carmen, qui ont montré que autour de 100% du PIB, oui, on arrive en zone de danger. Et ça reflète aussi, c'est une question de bon sens, parce que les acteurs économiques que nous sommes, pas seulement les entreprises, mais les particuliers, quand on se dit « oulala, dans mon pays, il y a 100% de dette, à un moment ou à un autre, il va se passer des choses. On nous augmentera les impôts parce que il y aura on n'aura plus de prêteurs. Les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, il y a des comportements de précaution, des comportements vraiment face aux risques qui nuisent à l'économie. Et on voit que même s'il y a des régimes stables avec des dettes à 200% du PIB, comme par exemple au Japon ou l'Italie, qui est à plus de 130%, et ça nuit à la croissance. Et Christian a tout à fait raison de souligner un point, moi, qui me frappe aussi et qui n'est pas assez souligné. Depuis 4-5 ans, notre croissance décroche par rapport à l'Allemagne. On a perdu chaque année en moyenne entre 0,5 et 0,7 points de PIB. Une année, 2 ans, ça peut se comprendre. D'ailleurs, quand on regarde sur longue période depuis 50 ans par rapport à l'Allemagne, certaines années où séquences on était plus performants l'été, et ça se tenait. Depuis 5 ans, on a perdu 0,5, 0,6 points chaque année. Encore, on se gargarise des résultats de 2017. On a une croissance qui a atteint pratiquement les 2%, mais de mémoire, en Allemagne, on est à 2,5%. Donc, ça devient donc très préoccupant. Et donc, même si la dette semble ne pas être un sujet de préoccupation immédiate, nous sommes entrés en zone de danger. Et il faut vraiment que les responsables publics prennent cela à bras-le-corps et qu'on endormisse. Il ne faut pas endormir les Français. Il faut vraiment il y a un devoir de lucidité, il y a un devoir de vérité. Et ce devoir de vérité, et je termine par là, Serge, mais on va y revenir, je pense, dans les questions. Quand vous dépensez plus que vous gagnez, vous avez 2 solutions. Vous pouvez aller voir votre patron et lui dire « je veux absolument une augmentation de salaire ». Ça ne marche pas toujours. À ce moment-là, ça permet de rééquilibrer. L'autre solution, c'est de faire des économies. Notre pays, aujourd'hui, ne peut pas faire autrement que de réduire sa dépense publique. Parce que nous sommes à des niveaux de fiscalité qui frôlent l'overdose. On l'avait défendu, tu te souviens, Bruno, il y a 1 an, c'était vraiment une clé de voûte dans le programme de François Fillon. Le président Macron a sous-estimé le problème. Il était persuadé que cette hausse de CSG, ça passerait comme une lettre à la poste. Et en réalité, en 2018, les impôts vont encore augmenter en France. Parce que contrairement à ce qui a été dit, la baisse des cotisations salariales ne compense pas, loin s'en faut, l'augmentation de 22,5 milliards de la CSG. C'est colossal, on n'aura que 18 milliards. Et par ailleurs, ils ont complètement passé sous silence la hausse du prix des carburants, la hausse du prix du tabac, tout un tas de petites taxes de hausse masquée. Et donc, nous sommes en overdose fiscale. Donc, nous sommes condamnés à aller chercher le rééquilibrage en réduisant nos dépenses. Et je reprends ce que Christian disait, exactement, on a un écart de 10 points. Ça n'est pas normal d'avoir un écart de 10 points. Et la mère de toutes les réformes en matière de dépenses publiques, c'est la réforme des retraites. C'est la réforme des retraites. Et tu as tout à fait raison, Christian. Le président, apparemment, il va se lancer dans des études. Il a confié à Jean-Paul Delevoye le soin d'animer un groupe de travail. Tout ça va durer 4 ou 5 ans. Et il ne se passera rien pendant ces 5 ans. Et c'est vraiment triste parce que seuls la droite et le centre, ce sont les seuls à avoir effectivement
engagé des réformes de retraite. 1993, 2003, François Fillon. À nouveau, François Fillon, Premier ministre en 2010, avec évidemment le soutien de Nicolas Sarkozy. Et depuis, c'est vrai qu'il ne s'est rien passé. Et donc, si on ne fait pas cette réforme-là, c'est certain qu'on va aller dans le mur. Et puis la deuxième, je vous cite juste un chiffre, c'est de travailler sur l'organisation de la collectivité publique, et notamment de l'État. Et ça passe par le courage de réduire les effectifs. Et là, je vous donne un chiffre. En 2018, savez-vous de combien vont diminuer les effectifs de l'État? L'État emploie 2 millions de fonctionnaires. 2 millions de fonctionnaires. Je ne compte pas les opérateurs, les agences de l'eau, etc. Juste l'État, 2 millions de fonctionnaires. Moins 324. Moins 324. Et donc, en réalité, comme l'a très bien dit Christian, il n'y a aucun effort vraiment digne de ce nom sur la dépense. Et ça, c'est très préoccupant. Et nous serons, un jour ou l'autre, je ne peux pas vous dire quand, rattrapés par la dette. Merci. Je crois qu'on a un point avec Christian et Gilles assez remarquable. Alors, avant de venir sur effectivement les solutions que vous avez l'un et l'autre déjà esquissées sur le problème de la dépense, je refais un point. On est finalement dans un système de facilité. La France était très peu endettée il y a un peu plus de 30 ans. Merci de Gaulle. Merci de Gaulle, effectivement. Oui. Et Pompidou aussi. Oui. De Gaulle-Pompidou. Et et puis, on arrive dans les années 80, où on est à l'inverse d'ailleurs d'autres politiques dans le monde. On ouvre les vannes avec les résultats que l'on sait. Donc, système de facilité. Alors, vous l'avez évoqué l'un et l'autre, on est rentré dans la zone de risque. Il y a deux problèmes si on essaye de les serrer. Il y a le problème, pour nous, Français, de la dette française, plus de 2000 milliards d'euros, 2200 et quelques aujourd'hui. Et chers amis, pendant l'heure qui est en train de s'écouler, on a fait un petit calcul très simple. La dette de la France, pendant notre heure, alors on n'y est pour rien, nous, je le précise, mais elle va augmenter de 10 millions d'euros pendant l'heure. Une heure, 10 millions d'euros. Voilà, c'est ce qui se passe. Et toutes les heures, vous pouvez rajouter 10 millions d'euros. Je vous souhaite une nuit paisible et agréable. Je reviens à nos affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, donc il y a cette dette nationale qui est au-dessus de nos têtes, avec le risque d'une part de refinancement un jour ou l'autre, et avec aussi le coût, parce qu'on ne parle jamais du coût pour le budget national. Donc si vous pouvez nous dire un petit mot sur le coût, ce qu'on rembourse tous les ans. Le budget, dans le budget de l'État, ce qui est stérilisé pour rembourser cette dette. Et puis, il y a la dette mondiale. Et est-ce que là, on peut avoir aussi une turbulence? Il y avait un banquier il y a quelques jours, sachant d'ailleurs que l'on préparait ce débat, m'a dit, un banquier parisien, bien connu, je ne dirais pas qui c'est, bien connu sur la scène parisienne, et qui me disait, il pourrait y avoir un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer le propos, c'est-à-dire que ça pourrait claquer n'importe quand. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on ne demande pas, on ne va pas faire une séance de voyance, mais est-ce que l'on a le risque vraiment que la dette mondiale n'arrive pas à un moment, ces 230% de PIB mondial n'arrivent pas à se refinancer, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et puis après, on vient aux solutions. L'un et l'autre. Alors le résultat des politiques différentielles entre la France et l'Allemagne et de l'écart de croissance, et je suis heureux que Gilles partage ma crainte sur ce point, mais je suis absolument étonné du vide sidéral sur ce sujet. Absolument personne n'évoque le fait que nous avons, alors que nous avons une démographie dynamique, personne n'évoque le fait que nous avons aujourd'hui une croissance inférieure à l'Allemagne. Tout le monde s'en fout. Et tout à l'heure, quand Gilles évoquait les 200 milliards qu'on va chercher sur les marchés, je ne peux pas m'empêcher de dire que notre malheur, c'est qu'on nous prête, en fait. Parce qu'en réalité, on ne fera les réformes que le jour où on ne nous prêtera plus. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à l'Italie et à l'Espagne en 2012-2013. En urgence absolue, les Italiens sont passés d'un âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans. Bon, nous n'arrivons pas. Nous avons, grâce à la droite et au centre, mis l'âge de départ à 62 ans.
Si on veut freiner les dépenses de retraite en euros constants, il est impératif de reporter l'âge de départ à 64 ans et la durée de cotisation à 44 ans. Alors on pourrait dire, mais c'est une étape colossale. En réalité, c'est assez amusant, tous les spécialistes le savent, mais c'est assez étonnant de voir la discrétion avec laquelle les médias traitent le sujet. Mais les syndicats, dans le cadre des régimes complémentaires Agirc-Arrco, ont de facto porté l'âge de départ à la retraite à 63 ans. Donc le porter à 64 ans ne serait pas une étape aussi grande, sauf qu'en réalité, les syndicats ne l'ont fait que pour le secteur privé. De fait, si on passe à 64 ans, ça concernerait le secteur public. Et quitte à avoir des grèves partout, j'aurais préféré que Macron porte l'âge de départ à 64 ans pour le public et le privé. Ça, c'est une mesure qui pouvait dégager 10 à 15 milliards d'euros d'économie au bout de 2 ou 3 ans. Donc ça, c'était une vraie mesure. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi. Il y a 2 erreurs dans la politique de Macron. Il y a de bonnes choses. Et comme tout le monde, nous ne pouvons que souhaiter sa réussite parce que son échec sera notre échec collectif. Mais il y a 2 mesures que je ne comprends pas. C'est le fait qu'il ne fasse pas de réforme des retraites. Et le deuxième point, c'est que dans la situation qui est la nôtre, de jeter à l'égout 20 milliards d'euros par l'intermédiaire de la taxe d'habitation. Parce que si on va jusqu'au bout, qui est de complètement supprimer la taxe d'habitation, j'ai fait les calculs à partir d'un rapport parlementaire, parce que c'est très difficile de trouver les chiffres, mais la taxe d'habitation, si elle est totalement annulée, ça coûte 0,98% de PIB, c'est-à-dire 1%. C'est par rapport à un déficit de 3%, un tiers. Bon. Donc c'est une folie totale. Alors, Donc, la dette publique, c'est un élément de la dette française. Comme nous avons, malgré tout, financé partiellement cette dépense, nous avons un niveau de prélèvement obligatoire très élevé qui pèse particulièrement sur les entreprises. La conséquence, c'est donc une croissance économique trop faible, le fait que nous n'avons pas assez d'entreprises exportatrices, et le déficit public est inquiétant, mais le déficit extérieur, qui est aujourd'hui au même niveau, ils sont tous les deux autour de 65 milliards, le déficit extérieur est encore plus inquiétant, parce que si vous prenez la situation de l'Italie, qui a une dette extérieure considérable, mais qui a un excédent extérieur, ça veut dire que ce sont les Italiens qui financent leur dette. Quand vous avez un déficit extérieur simultanément avec le déficit public, ça veut dire que ce sont les étrangers qui financent votre dette. Ce qui veut dire que vous êtes encore plus sensible à une crise financière que les autres. Alors, comment les entreprises françaises ont réagi à cet excès de charges? Par l'endettement. Donc nos entreprises sont très endettées également. Et quand on fait la somme de l'endettement des ménages, des entreprises et de l'État, on arrive à une dette publique, une dette globale de la France de 240 points de PIB. L'Allemagne, qui gère mieux ses affaires, est à moins de 200 points de PIB. Alors ils sont à moins de 200 points de PIB, ils ont 40 points de PIB de dette en moins. C'est notamment le secteur productif qui est moins endetté parce que les entreprises allemandes ont une rentabilité plus élevée, donc elles arrivent à financer un effort d'investissement important en autofinancement. L'autofinancement allemand est supérieur à 100%, alors qu'en France, on est en dessous de 80%. Donc chaque année, quand les entreprises investissent 5 euros, elles sont obligées d'en emprunter 1. Voilà. Donc il faut impérativement agir sur cette faiblesse du secteur productif. Et de mon point de vue, en termes de diagnostic, il y a 2 points clés de la situation française. Le niveau de la dépense et la faiblesse du secteur productif. Cette faiblesse du secteur productif qui remonte à il y a 20 ans. À Force républicaine, je pense qu'on dit la vérité. La vérité, c'est que la gauche et la droite sont co-responsables d'un problème qui est venu par la gauche, bien sûr. Quand vous regardez les problèmes de la France, le dernier point haut de notre économie, c'est 1999. Nous sommes en régression constante depuis 18-19 ans. À la fois en part de marché, nous avons perdu 40% de nos parts de marché au plan mondial. C'est la plus forte baisse de perte de part de marché d'un pays industriel. Et là, donc de 1999 à 2017. Et si vous regardez la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB, elle a baissé de 30%. C'est la désindustrialisation la plus forte de tous les pays développés.
Et en réalité, les problèmes que nous avons viennent de cette désindustrialisation. Nous avons collectivement, au cours des années 90, toutes les élites françaises, pas seulement politiques, hein, mais également économiques. Nous nous souvenons tous de Serge Tchuruk annonçant en 2000-2001 qu'il voulait avoir une entreprise sans usine, réussite absolue, hein, puisque le groupe Alstom, Alcatel-Alstom a totalement disparu. Alors qu'à l'époque, il était beaucoup plus puissant que Samsung et au moins aussi puissant que Siemens. Donc, quand vous perdez un groupe comme ça, c'est une source d'exportation absolument massive et une source de recherche absolument massive. Donc, le problème national de la France, c'est de reconstruire une industrie compétitive. C'est pour ça que je le redis, excusez-moi, mais le gouvernement a annoncé des choses intéressantes sur la formation professionnelle et l'apprentissage en février-mars. C'était ça qu'il fallait faire en urgence absolue. Et la réforme des retraites et la SNCF, d'abord, elle aurait été soulagée par la réforme des retraites, puisque même s'il n'y avait pas eu alignement complet, le recul de 2 ans se serait appliqué à la SNCF. Donc ça a aidé la SNCF dans ses finances. Et puis, si on en vient à la SNCF tout à l'heure, moi j'ai une vision totalement différente de celle du gouvernement sur la question de la réforme de la SNCF. Personnellement, je ne me serais pas attaqué au statut, mais je me serais attaqué au fret, qui est en train de s'effondrer depuis 20 ans. Et j'aurais sorti le fret de la SNCF en le laissant dans le groupe global, mais en le passant au privé et en laissant au personnel sous statut du fret la possibilité de garder le statut ou de revenir à la SNCF, mais progressivement, la totalité des emplois passaient en CDI du secteur privé. Et vous aviez là un gain de productivité de 40% qui permettait de relancer le fret. Et si on est sérieux sur la croissance durable, on doit relancer le fret ferroviaire, ce que personne ne fait. Voilà. Donc, personnellement, je reviens, parce que les questions de finances publiques, comme le sait Gilles mieux que tout le monde, ça reboucle avec les choix économiques. Si j'avais eu 20 milliards sous la main, d'abord, je n'aurais pas utilisé les 20 milliards, j'en aurais utilisé 10, et j'aurais utilisé ces 10 milliards massivement pour robotiser et numériser notre secteur productif, parce que nous avons nos PME qui ne sont pas assez robotisées et numérisées. Et là aussi, il faut le dire, hein, le taux de chômage est le plus faible dans les pays les plus robotisés. C'est exactement l'inverse de ce que pensent les gens qui nous dirigent. Il faut robotiser pour sortir de la crise actuelle, nos entreprises, augmenter fortement la productivité et pousser à l'investissement dans le renouvellement des machines. C'est très peu su, mais nous avons un âge moyen des machines de l'industrie française qui est à 18 ans contre 9 ans en Allemagne. Nous avons l'appareil de production le plus vieux d'Europe. Donc nous avons besoin de faire un effort d'investissement absolument massif. Et comme nous avons une dette globale de 240 points de PIB, si on veut simultanément faire un effort considérable de renouvellement de l'appareil de production et de développement de l'appareil industriel notamment, tout en réduisant les déficits, eh bien, il faut mener une politique de gain de productivité et de progression dans le niveau de compétence de la population. Alors, vous évoquiez la question, Serge, d'une éventuelle crise mondiale. Est-ce qu'une remontée, par exemple, des taux d'intérêt, c'est possible ? S'il y a une remontée des taux d'intérêt, les États-Unis sont aussi endettés à 100 points de PIB, mais ils ont la Réserve fédérale derrière eux. La Chine s'endette de plus en plus. La Chine avait une progression de l'endettement phénoménale. Ceci étant, à l'issue de cette progression phénoménale, ils ne sont entre guillemets qu'à 250 points de PIB, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tellement plus que nous. Et surtout, Xi Jinping vient de changer la politique de la Chine et on assiste à une légère régression de ce taux global. Bon, ce que je craindrais plus qu'une remontée extrêmement brutale des taux d'intérêt aussi longtemps que la Réserve fédérale et la BCE sont vigilantes, ce que je craindrais, c'est qu'il y ait une remontée des primes de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le delta de taux d'intérêt de la France par rapport à l'Allemagne est relativement faible, de l'ordre de 40 points de base. Je n'ai pas regardé cet après-midi, mais bon, ça pourrait parfaitement remonter à 150 ou 200 points de base si on perd confiance dans la dette française. Donc même si le taux à long terme sur la dette allemande ne glissait que jusqu'à 1,5,
hein, alors qu'il doit être à 0,5. Même si le taux de la dette allemande ne prenait qu'un point, nous pourrions prendre à ce moment-là 2 points ou 3 points. Ce qui était arrivé à l'Italie, à l'Espagne en 2012. Et on renchérit à ce moment-là le coût de la dette. Et à ce moment-là, on sera obligé de baisser la dépense en urgence plutôt que de le faire de façon cohérente et intelligente. Alors, je pense que, oui, le dernier point que je voulais surtout vous dire, c'est que, on en parlait tout à l'heure avec Bruno Retailleau, on peut être conduit à penser que le problème français, et ça n'est un, c'est l'accumulation des strates de collectivités locales, c'est toutes ces questions-là. Il est très peu su dans notre pays que sur les 56 points de dépenses publiques, la protection sociale, c'est 33 points. Le service de la dette, c'est 2,5. Hein. Donc si on enlève la protection sociale et le service de la dette, la totalité de la dépense publique en France, c'est 20 points de PIB, c'est plus bas qu'en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Donc ce qui nous tue, c'est la dépense de protection sociale. Et donc, il y a un moment donné, il va falloir remettre ça sur la table devant les Français en leur disant, on a un contrat social global d'inactivité, il faut reconstruire un contrat social d'activité. C'est-à-dire, ça suppose notamment de à nouveau récompenser ceux qui bossent, plutôt que de verser des allocations sans limite à ceux qui ne travaillent pas. Donc ça passe par un certain nombre de réformes, comme l'allocation sociale unique, sous conditions de ressources, extrêmement contrôlées, avec des contreparties de formation professionnelle et des objectifs qui sont assignés aux personnes qui reçoivent ces allocations sociales sur le thème, voilà, vous avez 6 mois, 8 mois pour revenir sur le marché du travail, sinon on va devoir aller vers des allocations chômage régressives, on va devoir aller vers des allocations sociales régressives. Il faut remettre ce pays au travail, ce n'est toujours pas fait, et donc c'est un impératif absolu. Et il faut réinvestir sur l'appareil de production. Alors, c'est que des gros mots, hein. Réduire le déficit, dépenser pour renouveler l'appareil de production. C'est sûr que dans les débats publics, c'est moins sympa que de dire je vais augmenter le RSA de 20%, mais néanmoins, c'est ce qu'il faut faire. C'est moins sympa, mais on a dit qu'à Force républicaine, cher Bruno, on disait la vérité. Parce qu'on est là pour ça, de notre point de vue, et cette vérité, on l'a quand même trop souvent masquée par le passé. Il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Ben voilà. Alors il y a des questions qui arrivent. Il y en a pas mal visiblement. Donc on va pas pouvoir toutes les prendre. Pardon, mais on les a en tout cas, et on va les traiter quoi qu'il arrive. Question. Qui possède la dette de la France? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, hein, sur les questions extérieures, intérieures. Qui possède la dette de la France aujourd'hui? Gilles? Elle est possédée aujourd'hui à près des 2 tiers par des non-résidents. Parmi eux, des non-résidents mais européens. Donc elle est possédée à un petit 50% par des non-européens. Mais ça veut dire qu'elle est très internationalisée, notre dette. Donc nous sommes aussi fragiles de ce point de vue-là. C'est un facteur supplémentaire de vulnérabilité. Est-ce qu'on peut envoyer, si on peut envoyer d'autres questions, parce que le temps passe et notre dette continue d'augmenter. Voilà, donc un atelier de Dijon. On dit bonjour, on salue Dijon. Quels moyens de pression les citoyens peuvent exercer pour obliger l'État à faire des économies en dehors des périodes électorales? Gilles? Les moyens de pression, on ne les a pas. Parce que c'est exactement l'inverse qui se passe. Moi, je suis lucide, on le voit au plan local d'ailleurs, il y a une addiction de nos concitoyens à la dépense publique, et je me souviens que 2 fois j'enrageais quand j'allais au conseil d'école dans ma commune, habité par des jeunes cadres, moyens supérieurs, et étant tous passés par des écoles de commerce ou autres. Et conseil d'école, c'était, mais monsieur le maire, pourquoi il n'y a pas davantage de classes transplantées? Pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi il n'y a pas ça? J'écoutais avec une grande patience. Et puis pendant ce temps-là, je faisais les calculs. Et puis je leur disais à la fin, si je suis toutes vos propositions, on va augmenter la taxe d'habitation, l'impôt foncier de tant de pourcents. Est-ce que votre salaire va augmenter de tant? Mais il faut faire tout ce raisonnement, et que 2 fois, je leur disais en souriant, mais
Je comprends que pendant la semaine, vous n'entendez parler que de productivité, de compétitivité, d'économie, de concurrence, et donc vous vous éclatez quand vous arrivez à la mairie, au conseil d'école. Bon, c'est vrai. J'ai été maire 24 ans et j'ai passé mon temps sur le marché, partout, à expliquer, à raccommoder l'hémisphère droit qui veut toujours plus de dépenses, de l'hémisphère gauche qui préférait avoir moins d'impôts. C'est pas l'inverse. Voilà. Et non, cette addiction, elle est extrêmement difficile à surmonter. Donc, par contre, je pense qu'on peut gagner des élections sur des programmes courageux. On peut gagner des élections sur des programmes courageux. Bon. Je reviens sur ce que tu dis là parce que et je salue tous les élus qui sont ici présents et puis tous ceux qui sont dans les ateliers. On l'a tous vécu, ce que tu dis, hein, la pression à la dépense publique, bien sûr. Mais quand même, parce qu'il faut qu'il y ait des notes d'optimisme, hein, un petit peu, quand même donner cet exemple. J'étais maire d'Orléans pendant 15 ans et justement pour éviter la dérive de la dépense municipale et d'agglomération, j'avais quelque chose pour lequel je me suis fait initialement bien houspiller par mes élus de la majorité. On a réduit les subventions, notamment aux associations. On a fait au total moins 10%. Et on m'a prédit évidemment que j'allais être pendu haut et court en place publique. Je dis, écoutez, hein, la vie est un risque, hein, donc on va bien voir. Eh bien, non seulement je suis toujours là devant vous, je l'ai expliqué aux associations qui m'ont dit banco. Il faut expliquer. Voilà, je donne juste cet exemple-là parce qu'on n'explique pas assez. Ce que vous avez dit ce soir tous les deux, et on vous en remercie encore, je crois que c'est un travail aussi de pédagogie et de dire, on parle beaucoup de gratuité dans les services publics, mais la gratuité a un coût. On a parlé, il y avait une question qui n'est pas apparue, tiens, une des dernières questions que je peux poser, puisque Christian Saint-Etienne a parlé de la SNCF et c'est d'actualité. On a une dette de la SNCF qui doit approcher les 50 milliards. Là voilà, merci. La dette de la SNCF n'est-elle pas en train de passer au second plan du débat dont les cheminots ne sont pas les seuls responsables. Voilà. Je m'empresse de le dire, c'est une longue histoire. 50 milliards d'euros, qu'est-ce qu'on en fait de cette dette? Beaucoup de gouvernements, depuis des décennies, ont contribué au creusement de cette dette. Ce qu'on en fait, comme ça s'est passé d'ailleurs en Allemagne, la Deutsche Bahn avait également une dette considérable qui était d'une 30aine de milliards d'euros, qui a été reprise il y a quelques années, mais il y a eu des contreparties. L'État reprend la dette, c'est-à-dire qu'elle va venir s'ajouter à nos 2200 milliards de dettes. Elle y est déjà, hein, du point de vue maastrichtien, elle est intégrée dans le décompte qui conduit à 98%. Mais formellement, juridiquement, elle est à la charge de la maison SNCF. Là, elle basculerait dans la dette publique générale, mais la contrepartie, c'est évidemment des gains de productivité sur les modes d'organisation. Mais la contrepartie aussi pour les cheminots, c'est dès lors qu'on allège de ce fardeau de la dette, de cette hypothèque, on peut engager un processus de réinvestissement, notamment sur la régénération des réseaux, sur le remplacement du matériel roulant. Je siégeais pendant quelques années au conseil d'administration de la RATP et j'ai vu quand même cette entreprise progresser. Et là, j'ai une mission que m'a confiée Édouard Philippe sur le financement du Grand Paris Express. Le ferroviaire, ça peut marcher. La RATP a fait d'énormes progrès de productivité. Comme quoi, on peut être confiant. Et elle gagne des marchés. L'exemple de la RATP est intéressant parce qu'elle a créé une filiale pour son développement international qui s'appelle RATP Développement. Et elle est en train de gagner des marchés partout dans le monde. Elle a gagné le métro de Doha, probablement celui de Riyad. Elle vient de gagner un gros marché aux États-Unis, en Italie. Et on peut avoir des entreprises publiques performantes. Mais ce qu'il faut, c'est faire comprendre, notamment aux cheminots, que, j'aime pas l'expression, mais il y a un dispositif gagnant-gagnant, que si on enclenche un processus vertueux, tout le monde y retrouve son compte. Malheureusement, on en est loin aujourd'hui. Bien, simplement peut-être on va être obligé de terminer. Mais ajouter un tout petit mot très important pour compléter ce que disait Christian. Je crois qu'aujourd'hui,
on a un certain nombre de clignotants, je ne dis pas qu'ils sont au vert, mais les choses sont améliorées. Il y a un clignotant qui reste au rouge et au rouge vif, c'est le commerce extérieur. Et ça prouve que la compétitivité de nos entreprises n'est pas revenue. Et ça prouve aussi, c'était pour moi la différence essentielle entre le programme de François Fillon et celui d'Emmanuel Macron. Parce que dans le programme de François Fillon, il y avait évidemment la transformation des 20 milliards de CICE en baisse directe de charges, ce qui va être fait l'an prochain par Emmanuel Macron, mais on allait beaucoup plus loin. Tu te souviens, Bruno, il y avait 10 à 15 milliards de baisse de charges supplémentaires, 40 milliards notamment pour aller au-delà des salaires, parce qu'aujourd'hui, on est plafonné à 2,5 SMIC. Or, nos entreprises qui sont dans la compétition internationale, ce sont dans des entreprises où il y a des niveaux de salaire plus importants. Je pense à la chimie, je pense même à l'automobile et à l'aéronautique et toutes ces entreprises. Je voyais là, il y a quelque temps, Patrice Caine, c'est très intéressant parce que il a, lui, des usines en Allemagne, au Portugal, en Espagne, et donc il peut comparer des coûts ingénieurs. Les coûts ingénieurs, même par rapport à l'Allemagne, on est à peu près égal, mais par rapport à l'Espagne, au Portugal, on est très pénalisé. Et donc, si on ne va pas plus loin dans la baisse de charges, je ne pense pas que notre commerce extérieur se redresse. Et pour moi, c'est la clé de tout aujourd'hui. Et là-dessus, le programme de Macron, il est insuffisant. On voit bien, merci à Gilles et à Christian, on voit bien les deux orientations fondamentales que vous donnez pour résoudre la quadrature du cercle du manque de croissance, des prélèvements obligatoires très élevés et d'une dette qui continue d'augmenter. C'est d'une part d'améliorer la compétitivité de l'économie France, et vous en avez donné des éléments très concrets pour y parvenir, et d'autre part, de réduire la dépense publique. On voit bien les deux piliers de toute politique. Alors je voudrais qu'on termine. Je vais poser une question simple à chacun d'entre vous, et parce que l'horaire tourne, et passer la parole à Bruno pour conclure. Mais en quelques mots, comment expliquez-vous que, notamment au travers des décisions gouvernementales et présidentielles actuelles, on n'aille pas totalement dans ce double registre? On a analysé le budget 2018, il continue à augmenter la dépense publique, il continue à augmenter la dette, et on ne voit pas véritablement les éléments qui commencent à restaurer la compétitivité de la France. On ne dit pas que tout peut être fait, que tout devrait être fait, bien sûr que non, il faut du temps, mais on ne voit pas l'axe, on ne voit pas l'orientation. Et c'est vrai que vous avez dit l'un et l'autre plusieurs fois, mais on ne comprend pas pourquoi. J'avoue que nous non plus, nous ne comprenons pas pourquoi, alors que vous le dites, alors que vous le démontrez très clairement que les orientations sont là et que c'est urgent. Alors, Gilles, et puis Christian. Parce que c'est une question que je pose régulièrement. Ce qui m'est expliqué à Bercy, mon ancien collaborateur et conseiller de Gilles Darmanin, l'épouse de mon suppléant et directrice adjointe du cabinet, là-bas, je connais tout le monde. Ce qu'ils me disent, c'est que d'abord, ils ont rencontré beaucoup de difficultés, comme on rencontre toujours avec les ministères dépensiers. Ils ont perdu énormément d'arbitrage sur la préparation du budget 2018, sur des économies. Et deuxièmement, le président estime que c'est la deuxième séquence, c'est la deuxième partie du quinquennat. Et ce qu'il leur dit, c'est que on s'attaquera vraiment à la dépense publique à partir de 2019. Mais voilà, c'est le choix qui est assumé. Moi, je pense qu'il y a une telle urgence que c'est une prise de risque considérable. Et puis les mauvaises habitudes reviennent au galop. On a vu l'affaire des APL, la baisse des APL. Ils espéraient avoir 1,4 milliard d'économies, ça se termine par 400 millions. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé les économies par une hausse d'impôts, hausse de TVA. Enfin, dans notre beau pays, on préfère de loin les hausses d'impôts aux baisses de dépenses. Oui, si on essaye de répondre à la question de comment on contrôle la bête étant la dépense publique, je pense que moi aussi, pour avoir eu une action locale, puisque je suis conseiller de Paris depuis 8 ans, 9 ans, et donc c'est à la fois conseiller municipal et conseiller départemental,
Je regarde le budget de la ville de Paris, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est 9 milliards d'euros. Si on me confiait ce budget, je vous garantis que je pourrais faire 500 millions d'euros d'économies assez rapidement. Et 99% des Parisiens ne seraient pas gênés par ces économies. Alors, personnellement, après avoir regardé ça depuis 30 ans, à la fois au niveau macro et micro, et avoir observé aussi la réalité, qui est qu'on a la classe politique qui correspond aux électeurs, et que chaque fois que les gens ont le choix entre un programme courageux et un programme qui l'est moins, ils prennent celui qui l'est moins. Donc je pense qu'il n'y a pas d'alternative à une mise en place d'une règle d'or dans la Constitution. On va avoir une réforme de la Constitution, ça serait le moment de s'y mettre. Alors on sait qu'il y a des besoins de politique contracyclique quand il y a une crise, mais ça fait plusieurs années que je limite pour une interdiction du déficit de la sécurité sociale dans la Constitution. Je pense qu'au moins ça. Et pour ce qui est des collectivités locales, j'avais beaucoup travaillé sur cette question, je pense qu'il faudrait interdire un déficit public supérieur à 1/3 de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gestionnaires de collectivités locales vous disent « j'équilibre mon budget de fonctionnement ». Mais ça ne suffit pas, parce que quand on analyse l'investissement, on note que plus de la moitié de l'investissement des collectivités locales est en fait de l'amortissement, c'est-à-dire du renouvellement de capacités existantes. Or ça devrait être couvert par des recettes courantes. Et quand on regarde en moyenne l'investissement des collectivités locales, comme ça serait trop compliqué de dire on limite le déficit à l'investissement net, quand on regarde en moyenne sur l'investissement des collectivités locales, l'investissement brut est autour de 3,5 du PIB. L'investissement public global est à 3,5 du PIB et les collectivités locales, c'est 70% de l'investissement public. Donc elles font 2,5 d'investissement par an. Eh bien, je limiterai le déficit des collectivités locales à 1 point de leurs recettes. De telle sorte que, ou dit autrement, elles devraient couvrir au moins les 2/3 de leurs dépenses d'investissement par des recettes de fonctionnement. Et à ce moment-là, on éviterait les phénomènes de boule de neige. Et pour ce qui est de l'État, très franchement, je pense qu'il faudrait avoir également une règle d'or qui serait peut-être moins stricte, mais qui obligerait l'État à avoir en tendance un déficit inférieur à 1 point de PIB. Et voilà. Et si on allait dans cette direction, progressivement, on reviendrait à ce qu'on évoquait au tout début de ce séminaire, qui était de ramener le déficit global à moins de 1,5% du PIB, ce qui est une urgence si on veut freiner la dérive globale du système. Donc, en gros, ramener le déficit à 30 milliards. Alors l'idéal, ça serait de le ramener à 0, mais dans un premier temps, il est urgent de le ramener à 30, de le diviser par 2. On va rester sur cette note-là. On est à la fin de notre débat, qui va continuer dans les différents ateliers, bien sûr. Moi, je voudrais vraiment chaleureusement remercier Christian Saint-Etienne et Gilles Carrez. Je pense que le sujet est compliqué, beaucoup de chiffres, mais on ne peut pas traiter sérieusement de ces sujets-là sans donner des chiffres, sans poser les sujets. Je crois que là, on a vraiment posé le sujet. Et maintenant, encore une fois, dans les jours qui vont venir, nous allons travailler là-dessus et on va sortir des propositions, comme vous l'avez dit tous les deux, sur un sujet qui nous inquiète et qui est à risque aujourd'hui. Voilà, le prochain mercredi de Force républicaine aura lieu, chers amis, le 16 mai. On va enjamber les ponts, c'est une tradition française, ça aussi. Donc le 16 mai, autre sujet brûlant et dramatiquement brûlant d'actualité, nous traiterons du terrorisme. Mais avant cela, je vais solliciter Bruno Retailleau pour, s'il le veut bien, conclure ce débat. Merci Serge. Je voudrais vraiment remercier nos deux intervenants, aussi bien Christian Saint-Etienne que Gilles Carrez, qui ont eu l'art de traiter un sujet qui est aride, de façon, je trouve, passionnante. Merci vraiment à tous les deux. Inutile de vous dire que je partage le constat. La France est cette année, de tous les pays de la zone euro, le seul qui ne commence pas son désendettement. Nous avons ce que les économistes appellent un déficit jumeau, un déficit budgétaire associé à un déficit de notre compétitivité, c'est-à-dire un déficit extérieur, pour la même raison, c'est-à-dire qu'on a cette addiction à la dépense publique.
record du monde occidental de la dépense publique, associé évidemment aussi à un record jumeau, celui-là, qui est le record des prélèvements obligatoires. Donc c'est la racine du mal. La dette, on ne le dira jamais assez, la dette c'est un poison. C'est un poison pour la croissance, parce que les dépenses publiques qui payent la dette, le service de la dette, ne servent pas à autre chose, par exemple sur les dépenses d'avenir. C'est un poison pour notre jeunesse, qui devra demain supporter la dette d'aujourd'hui. C'est aussi un poison, il faut le dire, pour notre souveraineté, parce que plus de dettes détenues par des étrangers, c'est justement beaucoup plus de dépendance. Et enfin, un poison pour la zone euro. La zone euro est faible, de son maillon le plus faible. Et aujourd'hui, un des maillons faibles, c'est aussi, je pense, la France, malgré cette météorologie économique qui est revenue depuis quelques mois. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que le travail n'a pas commencé en France. 324 emplois de moins pour le périmètre de l'État, ça n'est rien du tout. Et Emmanuel Macron veut remettre à plus tard, comme à chaque fois, comme tous les gouvernements, et notamment de gauche, les efforts en fin de son mandat. Autant dire qu'il ne fera rien. Alors c'est à nous, force républicaine, de porter cet étendard que François Fillon a porté pendant les primaires et pendant l'élection présidentielle. Et c'est à vous, dans les ateliers, de faire un travail d'imagination, de remonter ici l'ensemble des solutions que vous avez justement pour diminuer la dépense publique d'aujourd'hui. Et ça permettra demain de diminuer notre dette. Encore une fois, un immense merci à nos deux intervenants et bravo à celles et ceux qui nous ont écoutés, qui maintenant vont travailler, qui vont continuer à travailler pendant de longues heures pour nous faire une remontée de leurs solutions. Merci, bonsoir à tous.